Un millionnaire solitaire voit deux frères jumeaux vendre une vieille voiture jouée dans le parc. Ils disent avoir besoin d'argent pour acheter des médicaments à leur mère malade. Touchés par leur histoire, ils décident de les suivre et découvrent une réalité qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ce qu'il fait ensuite laisse tout le monde sous le choc et change la vie de cette famille pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Jean-Baptiste Moreau, héritier d'un empire immobilier parisien, marchait péniblement le long des quais de la Seine, son cylindre d'oxygène le suivant comme une ombre fidèle. À 58 ans, il contemplait les eaux tranquilles qui reflétaient le ciel gris de Paris, chaque respiration lui rappelant cruellement sa condition. Les spécialistes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière lui avaient annoncé la nouvelle, avec une franchise clinique, une maladie pulmonaire incurable et seulement quelques jours devant lui. Le vent automnal agitait les feuilles des platanes bordant les quais. Jean-Baptiste s'arrêta un instant, ajustant le débit de son oxygène, ses yeux bleus délavés contemplant la façade de son dernier projet immobilier, une résidence de luxe qui dominait la rive gauche. Toute sa vie n'avait été qu'une course effrénée vers le succès, une accumulation de biens matériels et de propriétés prestigieuses. Sa fortune était colossale, son nom respecté dans tous les cercles d'influence, mais aujourd'hui tout cela lui semblait d'une futilité déconcertante. À quoi bon posséder la moitié de Paris quand on ne peut même plus respirer sans assistance, murmura-t-il à lui-même, observant un couple de touristes qui s'embrassaient sur un banc. Il n'avait jamais pris le temps de construire une famille. Son mariage avec Élisabeth s'était soldé par un divorce après seulement 3 ans sans enfant. Depuis, les relations amoureuses n'avaient été que des parenthèses éphémères dans son agenda surchargé. Il reprit sa marche laborieuse, passant sous le pont des Arts. La douleur dans sa poitrine s'intensifiait, mais il refusait de rentrer dans son appartement du 16e arrondissement. Ses promenades solitaires étaient devenues son unique plaisir, une façon de dire adieu à cette ville qu'il avait tant contribué à façonner, mais qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'apprécier. Alors qu'il approchait du pont Neuf, ses yeux furent attirés par une silhouette frêle, assise sur les marches descendant vers la berge. Une petite fille, pas plus de 10 ans, vêtue d'un manteau trop grand pour elle, tendait timidement la main aux passants qui l'ignoraient. Ses cheveux châtains étaient noués en une tresse désordonnée, et même à distance, Jean-Baptiste pouvait voir la pâleur de son visage. Habituellement, il aurait continué son chemin, comme il l'avait toujours fait face à la misère parisienne. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la perspective de sa propre fin, ou peut-être simplement une fissure dans cette carapace d'indifférence qu'il avait construite au fil des années. Il s'approcha de la fillette. « Monsieur, vous pourriez me donner de quoi manger, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle d'une voix douce, levant vers lui des yeux d'un vert profond qui le saisirent par leur intensité. Jean-Baptiste resta immobile, comme hypnotisé par ce regard. Dans ses yeux, il voyait une souffrance familière, mais aussi une étincelle que lui-même avait perdue depuis longtemps. L'espoir. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, surpris par sa propre voix qui lui semblait soudain étrangère. « Manon. »« Manon Leroy » répondit-elle avec une politesse qui contrastait avec son apparence dépenaillée. « Où sont tes parents, Manon ?» La fillette baissa les yeux. « Ma grand-mère s'est endormie pour toujours il y a 3 mois. C'est elle qui s'occupait de moi depuis que maman... » Sa voix se brisa. « Je n'ai personne d'autre. » Jean-Baptiste sentit une émotion inconnue l'envahir. Lui qui avait passé sa vie à négocier des contrats de millions d'euros, sans l'ombre d'un sentiment, se trouvait maintenant bouleversé par les paroles simples d'une enfant des rues. « Tu as faim » demanda-t-il, sachant pertinemment la réponse. Manon hocha la tête et Jean-Baptiste lui tendit la main. « Viens, allons trouver quelque chose à manger. » Il l'emmena dans une brasserie proche où il commanda un repas complet pour Manon qui dévorait son steak frites avec une avidité qui témoignait de longues journées sans repas décent. Il l'observait en silence, fasciné par cet enfant qui, malgré sa situation, mangeait avec des gestes empreints d'une certaine grâce. « Tu es malade, monsieur ?» demanda soudain Manon en désignant le cylindre d'oxygène. « Oui, » répondit simplement Jean-Baptiste, ne voyant aucune raison de mentir à cet enfant qui semblait avoir déjà tant vu. « Je suis très malade.
Manon le regarda avec une compassion surprenante pour son âge. Ma grand-mère aussi avait besoin d'une machine pour respirer. Mais vous avez l'air riche. Vous devriez pouvoir guérir, non? Jean-Baptiste sourit, tristement. L'argent ne peut pas tout acheter, Manon, pas même la santé. Un silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruit des couverts et le brouhaha ambiant de la brasserie. Jean-Baptiste se surprit à observer chaque détail du visage de Manon, ses taches de rousseur, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle souriait. Une idée folle, impulsive commençait à germer dans son esprit. Une idée qu'il aurait immédiatement rejetée quelques jours auparavant, mais qui maintenant semblait porteuse d'un sens profond. « Manon, dit-il doucement, que dirais-tu de venir habiter chez moi ?» La fillette le regarda avec suspicion. « Pourquoi vous feriez ça ? Je vis seul dans un grand appartement, et je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Peut-être pourrions-nous nous tenir compagnie, toi et moi. Vous voulez m'adopter ?» demanda-t-elle avec une perspicacité qui le désarçonna. Jean-Baptiste hésita. Oui, je suppose que c'est ce que je propose. Voudrais-tu devenir ma fille ?» Manon le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à lire en lui. Puis, avec une simplicité désarmante, elle dit « D'accord, mais je peux garder mon nom. Manon Leroy-Moreau, ça sonne bien, non ?» Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. « Ça sonne parfaitement, » répondit-il, la voix légèrement tremblante. Ce soir-là, il emmena Manon dans son appartement de l'avenue Foch, un duplex somptueux au haut plafond orné de moulures et aux murs couverts d'œuvres d'art contemporain. La fillette regardait autour d'elle avec des yeux émerveillés, touchant timidement les tissus précieux des canapés, observant son reflet dans les miroirs dorés. « C'est vraiment chez vous ici ?» demanda-t-elle incrédule. « C'est chez nous maintenant », corrigea Jean-Baptiste, réalisant à quel point cette immense demeure lui avait toujours semblé vide jusqu'à présent. Il lui montra la chambre d'amis, qu'il promit de transformer selon ses goûts. Pour cette nuit, Manon dormit dans des draps de lin égyptiens, sur un matelas qui avait coûté plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Avant de s'endormir, elle regarda Jean-Baptiste avec une intensité troublante. « Pourquoi ?»« Moi ?» demanda-t-elle simplement. Jean-Baptiste réfléchit un moment. « Je ne sais pas, Manon. Peut-être que quand on arrive à la fin du chemin, on voit plus clairement ce qui compte vraiment. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'annonce de son diagnostic, Jean-Baptiste Moreau s'endormit avec un sentiment qu'il avait oublié, l'espoir. Non pas l'espoir de guérir, il était trop réaliste pour cela, mais l'espoir d'avoir enfin trouvé un sens à sa vie, même s'il ne lui restait que quelques jours pour en profiter. De l'autre côté du couloir, Manon, blotti dans son lit princier, fixait le plafond, se demandant si ce conte de fées soudain n'allait pas s'évaporer au petit matin. Sa vie avait basculé en quelques heures, passant de la survie dans les rues à ce palace parisien. Elle serra contre elle la vieille peluche qu'elle avait gardée, dernier vestige de sa vie d'avant, et murmura une prière silencieuse pour que ce rêve ne s'achève pas trop vite. Le lendemain matin, Jean-Baptiste fut réveillé par des bruits inhabituels provenant de sa cuisine. Pendant un instant, il crut avoir rêvé les événements de la veille, mais la réalité le rattrapa lorsqu'il aperçut Manon, debout sur un tabouret, tentant maladroitement de préparer du café dans sa machine italienne hors de prix. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. « Tu es matinale. » Manon se retourna, un sourire timide aux lèvres. « Je voulais vous faire du café. Grand-mère disait toujours que les adultes ont besoin de café pour fonctionner correctement le matin. » Jean-Baptiste sourit, touché par cette attention. « C'est très gentil, mais cette machine est un peu compliquée. Je vais te montrer comment faire. » Ensemble, ils préparèrent le petit déjeuner, Jean-Baptiste s'étonnant de la facilité avec laquelle cette routine à deux s'installait. Lui qui avait toujours pris son café seul, face aux nouvelles économiques sur sa tablette, se retrouvait à expliquer à une petite fille comment faire griller du pain à la perfection. « Il faut qu'on parle de choses pratiques, » dit-il en s'asseyant à la table de la salle à manger. « Tu as besoin de vêtements, d'affaires de toilette, et nous devons réfléchir à ton éducation. » Manon hocha la tête, soudainement sérieuse. « Je sais lire et écrire. Grand-mère me faisait travailler tous les jours, même quand nous n'avions pas beaucoup à manger. »« Je n'en doute pas, » répondit Jean-Baptiste. « Mais tu dois aller à l'école, tous les enfants doivent aller à l'école. Même si vous êtes... »
Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Même si je suis malade, compléta-t-il. « Oui, Manon, surtout si je suis malade. » Jean-Baptiste savait qu'il devait planifier pour l'avenir de Manon, un avenir dont il ne ferait probablement pas partie. Cette pensée lui serra le cœur, mais il la repoussa. Il avait des dispositions à prendre et peu de temps pour le faire. Après le petit déjeuner, il appela son avocat, maître Laurent Dufresne, un homme discret et efficace qui gérait ses affaires depuis plus de 20 ans. « Laurent, j'ai besoin que vous passiez à l'appartement aujourd'hui, c'est urgent. » 3 heures plus tard, maître Dufresne, un homme élégant dans son costume 3 pièces, observait Manon avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, tandis que la fillette explorait la bibliothèque du salon. « Jean-Baptiste, ce que vous me demandez est inhabituel, dit-il à voix basse. Une adoption, dans votre état. Je sais ce que je fais, Laurent, coupa Jean-Baptiste. Cet enfant n'a personne, et moi non plus. Nous nous sommes trouvés. L'avocat soupira. Les procédures d'adoption sont longues et complexes. Vous n'avez pas ce temps devant vous, et votre condition médicale sera un obstacle majeur. Alors trouvez une solution, insista Jean-Baptiste, avec cette fermeté qui avait fait trembler tant de conseils d'administration. Utilisez mes relations, ma fortune, tout ce que vous voulez, mais faites en sorte que cet enfant ne retourne pas à la rue quand je ne serai plus là. Maître Dufresne acquiesça, reconnaissant cette détermination qui avait fait la fortune de son client. Je vais contacter un juge des affaires familiales que je connais. Nous pourrions peut-être obtenir une tutelle temporaire en urgence, en attendant une procédure d'adoption plus formelle. Pendant que les adultes discutaient, Manon s'était approchée d'une photographie encadrée sur une étagère. Elle montrait 2 jeunes hommes souriants devant ce qui semblait être un chantier de construction. « C'est vous ?» demanda-t-elle en montrant l'image à Jean-Baptiste. Il prit le cadre, un sourire nostalgique aux lèvres. « Oui, c'est moi et mon frère Antoine. C'était notre premier projet immobilier ensemble, il y a presque 30 ans. Vous avez un frère ?» s'étonna Manon. « Il vit à Paris aussi ?» Jean-Baptiste et maître Dufresne échangèrent un regard, lourd de sens. « Oui, il vit à Paris, » répondit finalement Jean-Baptiste. « Mais nous ne nous voyons plus beaucoup. » « Pourquoi ?» Jean-Baptiste hésita. Comment expliquer à une enfant les rancœurs accumulées pendant des décennies, les trahisons professionnelles, les jalousies familiales? C'est compliqué, Manon. Parfois, même les frères prennent des chemins différents. L'avocat tout sauta, discrètement. Justement, Jean-Baptiste, concernant Antoine, il devra être informé de vos démarches. En tant que plus proche parent, il aura son mot à dire dans cette procédure. Jean-Baptiste sentit une vague d'angoisse l'envahir. Antoine, avec son amertume et sa rancune tenace, représentait une menace pour ses projets. Occupez-vous d'abord des démarches administratives, Laurent. Je m'occuperai d'Antoine le moment venu. Après le départ de l'avocat, Jean-Baptiste emmena Manon faire du shopping sur les Champs-Élysées. Pour la première fois de sa vie, il entra dans des boutiques pour enfants, découvrant un univers dont il ignorait tout. Il observait Manon essayer des vêtements avec une joie évidente, réalisant à quel point les plaisirs simples lui avaient échappé pendant toutes ces années de course effrénée au succès. « Vous croyez que je peux avoir cette robe ?» demanda timidement Manon devant un modèle bleu ciel qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. « Tu peux avoir toutes les robes que tu veux, » répondit Jean-Baptiste, savourant l'expression de bonheur sur le visage de la fillette. Ils rentrèrent, les bras chargés de paquets, épuisés mais heureux. L'effort avait éprouvé Jean-Baptiste, qui dut augmenter son débit d'oxygène plusieurs fois pendant l'après-midi. Manon avait remarqué sa fatigue, ralentissant son pas pour s'adapter au sien, lui proposant de s'asseoir quand elle le voyait essoufflé. Cette considération venant d'une enfant si jeune le touchait profondément. Le soir venu, après avoir rangé ses nouvelles acquisitions dans sa chambre, Manon rejoignit Jean-Baptiste au salon. Il était au téléphone avec son médecin, le docteur Rousseau, un des meilleurs pneumologues de Paris. « Non, docteur, je ne veux pas être hospitalisé maintenant, » disait-il fermement. « Je préfère rester chez moi aussi longtemps que possible. » Quand il raccrocha, il remarqua Manon qui l'observait avec inquiétude. « Vous allez partir à l'hôpital ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jean-Baptiste tapota le canapé à côté de lui, invitant Manon à s'asseoir. « Pas tout de suite, ma puce, mais il faut que tu saches que je suis vraiment très malade et qu'un jour, probablement bientôt, je devrai aller à l'hôpital. » Manon hocha la tête gravement.
et vous ne reviendrez pas comme grand-mère. Son cœur se serra devant cette lucidité précoce. C'est possible, oui, mais je te promets que tu ne seras pas seul. Je vais m'assurer que tu sois bien prise en charge, que tu puisses aller à l'école, avoir une belle vie. Je préférerais que vous restiez avec moi, dit simplement Manon, ses yeux verts remplis de larmes contenues. Sans réfléchir, Jean-Baptiste ouvrit ses bras et Manon vint s'y blottir. C'était la première fois qu'il la prenait dans ses bras, et cette étreinte lui parut aussi naturelle qu'inattendue. Il sentit son petit corps fragile contre le sien et une émotion indescriptible l'envahit. « Je préférerais rester avec toi. Toi aussi, » murmura-t-il dans ses cheveux. Les jours suivants établirent une routine entre eux. Maître Dufresne avait obtenu une audience préliminaire avec une juge des affaires familiales, Madame Descamps, qui avait accepté d'examiner leur dossier en urgence. Entre-temps, Jean-Baptiste avait inscrit Manon dans une école privée prestigieuse du 16e arrondissement, utilisant son influence pour accélérer son admission malgré le milieu d'année scolaire. Manon s'adaptait à sa nouvelle vie avec une résilience qui impressionnait Jean-Baptiste. Elle apprenait rapidement les codes de ce monde luxueux qui lui était étranger, tout en gardant cette authenticité qui l'avait touchée dès leur première rencontre. Chaque soir, ils dînaient ensemble, et Jean-Baptiste découvrait le plaisir simple de discuter avec une enfant curieuse de tout. « Vous avez construit tous ces immeubles ?» demandait-elle en feuilletant un magazine d'architecture qui présentait les réalisations de Jean-Baptiste. « Pas tout seul », répondait-il en souriant. J'ai des équipes d'architectes et d'ouvriers qui font le vrai travail. Moi, je finance et je supervise. » « Et ça vous plaît ?» Jean-Baptiste réfléchit à cette question apparemment simple. « Ça m'a plu, oui. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était tout ce qui comptait. Construire, posséder, gagner toujours plus. Maintenant, je vois les choses différemment. » Comment ? Je me rends compte que j'ai passé ma vie à construire des murs, mais que je n'ai jamais vraiment construit. Un foyer. Pas avant maintenant. Manon sourit, comprenant intuitivement la profondeur de cette réflexion. « Alors nous sommes pareils. Moi aussi, j'ai un foyer pour la première fois depuis longtemps. » Cette nuit-là, Jean-Baptiste resta longtemps éveillé, écoutant la respiration paisible de Manon dans la chambre voisine. Une toux douloureuse le secouait par moments, lui rappelant cruellement que ce bonheur nouveau était condamné. Pourtant, malgré la souffrance physique, il se sentait étrangement en paix, comme si en donnant un foyer à cet enfant, il avait enfin trouvé un sens à sa propre existence. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Manon dans la vie de Jean-Baptiste, une semaine durant laquelle le médecin avait prédit qu'il ne serait plus de ce monde. Pourtant, contre toute attente, son état semblait s'être stabilisé. Il toussait toujours, avait besoin de son oxygène, mais la dégradation fulgurante que les médecins avaient anticipée ne s'était pas produite. « C'est inexplicable », avait commenté le docteur Rousseau lors de sa visite à domicile la veille. « Vos paramètres sont toujours critiques, mais ils ne se détériorent pas aussi rapidement que prévu. C'est comme si quelque chose vous maintenait. » Jean-Baptiste avait souri, jetant un regard vers Manon qui dessinait tranquillement dans un coin du salon. Il savait parfaitement ce qui le maintenait. Ce matin-là, ils prenaient leur petit déjeuner quand la sonnette de l'appartement retentit. Clotilde, la gouvernante que Jean-Baptiste avait engagée pour l'aider avec Manon, alla ouvrir. « Monsieur », dit-elle en revenant, une expression contrariée sur le visage, « c'est Monsieur Antoine. Il insiste pour vous voir immédiatement. » Jean-Baptiste sentit son estomac se nouer. Il avait redouté ce moment, sachant qu'il était inévitable. Antoine avait toujours eu un talent particulier pour surgir aux moments les plus inopportuns. « Manon, ma chérie, » dit-il doucement, « pourquoi n'irais-tu pas terminer ton dessin dans ta chambre pendant que je parle avec mon frère ?» La fillette acquiesça, mais son regard inquiet n'échappa pas à Jean-Baptiste. En une semaine, elle avait appris à déchiffrer ses humeurs avec une précision déconcertante. Antoine Moreau entra dans la salle à manger comme une tempête, son manteau Burberry négligemment jeté sur ses épaules. À 53 ans, il gardait cette prestance qui avait fait de lui un séducteur notoire dans les cercles parisiens. Les deux frères se ressemblaient physiquement, mêmes yeux bleus, même mâchoire carrée, mais là où le visage de Jean-Baptiste reflétait une gravité sereine, celui d'Antoine arborait une dureté que les années n'avaient fait qu'accentuer. Alors c'est vrai,
lança-t-il sans préambule, ignorant Clotilde qui lui proposait un café. Tu as vraiment ramassé une gamine dans la rue. Laurent Dufresne essaie d'être discret, mais Paris est une petite ville. Quand on fréquente les bons cercles. Jean-Baptiste soupira. Bonjour à toi aussi, Antoine. Je vais bien, merci de t'en inquiéter. Antoine balaya la remarque d'un geste impatient. Épargne-moi ton sarcasme. Tu es en train de faire une erreur monumentale. Et comme d'habitude, c'est à moi d'intervenir avant que la situation ne devienne incontrôlable. Je ne vois pas en quoi mes décisions personnelles te concernent, répliqua calmement Jean-Baptiste. Manon est sous ma responsabilité maintenant, et j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour son bien-être. Antoine éclata d'un rire sans joie. Ton bien-être? Tu es mourant, Jean-Baptiste. Les médecins t'ont donné quoi, quelques jours? Quelques semaines tout au plus? Et tu crois que c'est responsable d'attacher une enfant à toi dans ces conditions? Jean-Baptiste serra les poings sous la table, luttant pour maintenir son calme. Je suis parfaitement conscient de ma condition. C'est précisément pour cela que je veux assurer l'avenir de Manon avant qu'il ne soit trop tard. En l'adoptant. C'est de la folie pure. Tu ne connais rien à cette gamine, à son passé, à sa famille. Elle pourrait être n'importe qui. Elle est orpheline, Antoine. Sa grand-mère n'est plus là depuis 3 mois. Elle vivait dans la rue. Ce sont les seuls faits qui m'importent. Antoine secoua la tête, incrédule. Et tu crois tout ce qu'elle te raconte? À ton âge, avec ton expérience, tu te laisses manipuler par une histoire larmoyante? Je te croyais plus malin que ça. Jean-Baptiste sentit la colère monter en lui, une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Je t'interdis de parler d'elle ainsi. Tu ne la connais pas. Toi non plus, s'exclama Antoine, frappant la table du plat de la main. Tu l'as rencontrée il y a quoi, 1 semaine? Et tu veux en faire ton héritière. Tu réalises qu'elle va tout obtenir, ton argent, tes propriétés, tes parts dans l'entreprise, tout ce que nous avons bâti ensemble. Voilà donc le véritable problème, pensa Jean-Baptiste. L'argent, comme toujours avec Antoine. Nos parts de l'entreprise ont été clairement divisées lors de notre séparation il y a 10 ans, rappela Jean-Baptiste. Quant à ma fortune, personnelle, elle m'appartient, et je suis libre d'en disposer comme je l'entends. Antoine le fixa avec intensité. Et notre accord, notre promesse à maman sur son lit avant qu'elle ne nous quitte, que nous prendrions toujours soin l'un de l'autre, que nous resterions une famille. Jean-Baptiste ferma brièvement les yeux, sentant le poids de ce souvenir. Leur mère, Hélène Moreau, avait extorqué cette promesse à ses fils, connaissant leur rivalité naissante. Une promesse que Jean-Baptiste avait honorée, même après leur rupture professionnelle, en continuant à soutenir financièrement les projets hasardeux d'Antoine. C'est justement ce que j'essaie de faire, Antoine. Créer une famille. La famille que je n'ai jamais eue. Antoine se leva brusquement. Tu veux te donner bonne conscience avant de partir, c'est tout. Mais cette fois, je ne te laisserai pas faire. J'ai déjà contacté un avocat. Je vais contester cette adoption par tous les moyens légaux possibles. Jean-Baptiste sentit une douleur vive dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec sa maladie. Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que ça peut bien te faire que j'adopte cet enfant? Parce que quelqu'un doit te protéger de toi-même, cria presque Antoine. Puis, baissant la voix, il ajouta « Et parce que je ne laisserai pas une inconnue s'emparer de ce qui devrait revenir à la famille. » À cet instant, un léger bruit attira leur attention. Manon se tenait dans l'encadrement de la porte, son carnet de dessin serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés par la peur. « Manon » commença Jean-Baptiste, mais la fillette avait déjà fait demi-tour, courant vers sa chambre. Antoine eut un sourire sans joie, charmant. Elle écoutait aux portes. Une qualité essentielle pour une héritière, j'imagine. Jean-Baptiste se leva péniblement, ajustant son débit d'oxygène. « Sors de chez moi, Antoine, maintenant. » Ce n'est que le début, Jean-Baptiste. J'ai engagé Maître Vignon. Tu te souviens de lui? L'avocat qui a fait annuler le testament du vieux Pelletier l'année dernière? Il est très doué pour ce genre de situation. Jean-Baptiste resta impassible, malgré l'inquiétude qui l'envahissait. Christophe Vignon était effectivement l'un des avocats les plus redoutables de Paris en matière de contentieux successoraux. « Fais ce que tu veux, dit-il finalement, mais sache une chose, plus tu t'acharneras contre cet enfant, plus tu confirmeras que j'ai eu raison de m'éloigner de toi toutes ces années. » Antoine le dévisagea un long moment, puis tourna les talons sans ajouter un mot.
Le claquement de la porte d'entrée résonna dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Jean-Baptiste précipita aussi vite que sa condition le lui permettait vers la chambre de Manon. Il la trouva assise sur son lit, les genoux repliés contre sa poitrine, le visage ravagé par les larmes. « Manon, ma chérie, » dit-il doucement en s'asseyant près d'elle. « Je suis désolé que tu aies entendu tout ça. »« Il me déteste, » murmura-t-elle, « et il veut m'éloigner de vous. » Jean-Baptiste passa un bras autour de ses épaules. « Antoine est compliqué. Il a toujours eu du mal à accepter les changements. Mais ne t'inquiète pas pour lui, d'accord ? Il a dit que vous alliez bientôt partir, dit Manon, levant vers lui des yeux rougis. C'est vrai ? Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à une enfant qui avait déjà tant perdu que leur temps ensemble était compté ? Manon, tu sais que je suis très malade. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais oui, il est possible que je doive te quitter plus tôt que je ne le voudrais. Une larme roula sur la joue de la fillette. Alors je serai encore toute seule. Non, jamais plus, affirma Jean-Baptiste avec une conviction qui le surprit lui-même. Je te promets que tu ne seras jamais plus seule. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires avec mon avocat. Tu iras dans une bonne école, tu auras un foyer, des gens qui prendront soin de toi. Mais ce ne sera pas vous, répondit-elle simplement. Jean-Baptiste sentit sa gorge se nouer. Cet enfant qu'il connaissait depuis si peu de temps avait pris une place immense dans son cœur. L'idée de la laisser affronter le monde sans lui était insupportable. « Écoute-moi bien, Manon, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Peu importe ce qui arrive, peu importe les obstacles que mon frère ou n'importe qui d'autre essaiera de mettre sur notre chemin, je ferai tout pour te protéger. Tu comprends ? Tout. » Manon hocha la tête, puis se blottit contre lui. Ils restèrent ainsi un long moment. Jean-Baptiste caressant doucement les cheveux de la fillette, essayant d'ignorer la douleur qui irradiait dans sa poitrine et le sifflement, de plus en plus prononcé de sa respiration. Cette nuit-là, après avoir bordé Manon, Jean-Baptiste appela Maître Dufresne pour l'informer de la visite d'Antoine et de ses menaces. Il a engagé Christophe Vignon, conclut-il. Un silence pesant accueillit cette information. C'est problématique, admit finalement l'avocat. Vignon est redoutable et votre frère a des arguments solides. Votre état de santé, la rapidité de votre décision, l'absence d'enquête approfondie sur les antécédents de l'enfant. Que me conseillez-vous ? Nous devons accélérer la procédure. J'ai obtenu un rendez-vous avec la juge Descamps pour après-demain. Elle est sensible à votre situation, mais il faut être réaliste. Votre état de santé joue contre vous. Jean-Baptiste passa une main lasse sur son visage. Faites de votre mieux, Laurent. Cet enfant est ce qui m'est arrivé de plus important. Je ne laisserai pas Antoine me l'enlever. Après avoir raccroché, Jean-Baptiste resta longtemps assis dans son bureau, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Il savait qu'Antoine ne reculerait devant rien. Son frère avait toujours été ainsi, déterminé, impitoyable, quand il s'agissait de défendre ce qu'il considérait comme son dû. La bataille qui s'annonçait serait sans merci, et Jean-Baptiste ignorait s'il aurait la force physique de la mener jusqu'au bout. Pourtant, en pensant à Manon qui dormait paisiblement dans la chambre voisine, il sentit une détermination nouvelle l'envahir. Pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, il avait une raison de se battre qui dépassait sa propre survie, une raison qui donnait un sens à chaque souffle douloureux, à chaque battement laborieux de son cœur. Il se leva, se dirigea vers son coffre-fort et en sortit son testament. Il était temps d'y apporter quelques modifications. Si Antoine voulait la guerre, il l'aurait. Le palais de justice de Paris imposait par sa majesté, ses colonnes néoclassiques et son escalier, monumental semblant défier quiconque, oserait remettre en question l'autorité de la loi. Jean-Baptiste, qui avait pourtant l'habitude des lieux imposants, se sentait étrangement petit alors qu'il montait les marches, Maître Dufresne à ses côtés, son cylindre d'oxygène traînant derrière lui comme un rappel constant de sa fragilité. « Êtes-vous sûr de vouloir assister à cette audience ?» demanda l'avocat, inquiet de l'essoufflement visible de son client. « Je pourrais parfaitement vous représenter seul. » Jean-Baptiste secoua la tête avec détermination. « Je dois être là pour Manon. » La petite fille était restée à l'appartement avec Clotilde. Jean-Baptiste avait jugé préférable de lui épargner cette première confrontation judiciaire.
même si la juge Descamps souhaiterait certainement la rencontrer plus tard. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Antoine était déjà là, impeccable dans son costume sur mesure, discutant à voix basse avec Maître Vignon, un homme sec aux lunettes fines qui dégageait une aura d'efficacité clinique. Les deux frères échangèrent un regard bref, mais chargé d'hostilité. Jean-Baptiste fut frappé par la détermination qu'il lisait dans les yeux de son cadet. Cette bataille judiciaire n'était pas seulement une question d'argent pour Antoine. Il y avait quelque chose de plus profond, une blessure ancienne peut-être, qui alimentait sa rage. La juge Descamps, une femme d'une 60aine d'années au chignon strict et au regard pénétrant, entra dans la salle. Tous se levèrent, puis l'audience préliminaire commença. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la demande de tutelle provisoire déposée par M. Jean-Baptiste Moreau concernant la mineure Manon Leroy, annonça-t-elle d'une voix claire qui ne trahissait aucune émotion. Je constate qu'une opposition a été déposée par M. Antoine Moreau, frère du demandeur. Maître Vignon, veuillez exposer les motifs de cette opposition. L'avocat d'Antoine se leva avec une assurance tranquille. Votre honneur, mon client s'oppose à cette demande pour plusieurs raisons fondamentales. Premièrement, l'état de santé de M. Jean-Baptiste Moreau, qui souffre d'une maladie pulmonaire en phase terminale, le rend manifestement inapte à assumer la responsabilité d'une enfant. Selon les rapports médicaux que nous avons obtenus, son espérance de vie se compte en semaines, voire en jours. Jean-Baptiste serra les poings sous la table, blessé par cette exposition clinique de sa condition. Deuxièmement, poursuivit Maître Vignon. Cette demande d'adoption a été formulée dans la précipitation, moins d'une semaine après la première rencontre entre M. Moreau et l'enfant. Cette hâte suggère une décision impulsive, plutôt qu'une réflexion mûrie sur le bien-être de la mineure. Troisièmement, aucune enquête sérieuse n'a été menée sur les antécédents familiaux de cet enfant. Qui nous dit qu'elle n'a pas des parents ou des proches qui la cherchent? Qui nous garantit que son histoire est véridique? Enfin, votre honneur, mon client, en tant que frère et plus proche parent de M. Jean-Baptiste Moreau, s'inquiète légitimement des motivations derrière cette adoption soudaine. Il craint qu'elle ne serve qu'à détourner un héritage familial au profit d'une inconnue, sans considération pour les liens du sang et les promesses faites au sein de la famille Moreau. La juge hocha la tête, son visage restant parfaitement neutre. Merci, Maître Vignon. Maître Dufresne, quelle est votre réponse à ces objections? Laurent Dufresne se leva à son tour, ajustant ses lunettes avec ce geste qui lui était caractéristique lorsqu'il s'apprêtait à plaider une cause qui lui tenait à cœur. Votre honneur, la maladie de mon client n'est pas un secret, et c'est, précisément parce qu'il est conscient de sa condition, qu'il souhaite assurer l'avenir de cet enfant, qui n'a personne d'autre au monde. Loin d'être un obstacle, la situation médicale de M. Moreau témoigne de sa lucidité et de son sens des responsabilités. Quant à la rapidité de sa décision, elle s'explique par l'urgence de la situation. D'une part, l'état de M. Moreau, d'autre part, la précarité dans laquelle vivait cet enfant. Faut-il rappeler qu'elle était sans abri, livrée à elle-même dans les rues de Paris. Concernant les antécédents de la petite Manon, nous avons effectué toutes les vérifications possibles dans ce court laps de temps. L'enfant était sous la garde de sa grand-mère, Madame Simone Leroy, décédée il y a 3 mois d'une insuffisance respiratoire. Nous avons retrouvé l'acte de décès ainsi que le certificat de naissance de Manon, qui confirme que sa mère, Élise Leroy, est décédée en lui donnant naissance. Quant au père, il est inconnu. Jean-Baptiste fut surpris par ces informations. Il n'avait pas eu connaissance des recherches menées par son avocat, qui avait visiblement travaillé d'arrache-pied pour constituer un dossier solide. Enfin, conclut Maître Dufresne, permettez-moi d'exprimer ma surprise face à l'argument concernant l'héritage familial. Monsieur Antoine Moreau et son client sont en froid depuis plus de 10 ans. Ils ne partagent plus d'intérêts commerciaux depuis leur séparation professionnelle et Monsieur Antoine Moreau a été généreusement dédommagé lors de cette séparation. Sa soudaine préoccupation pour les liens du sang semble au mieux opportuniste. Un murmure parcourut l'assistance, composé principalement de greffiers et de quelques avocats attendant d'autres affaires. Antoine, visiblement furieux, murmura quelque chose à l'oreille de son avocat. La juge Descamps leva une main pour rétablir le silence. « J'aimerais entendre Monsieur Jean-Baptiste Moreau directement. Monsieur,
Pouvez-vous nous expliquer votre démarche » Jean-Baptiste se leva, lentement aidé par son avocat. Sa respiration était laborieuse, mais sa voix restait ferme. « Madame la juge, j'ai passé ma vie à construire une fortune, à accumuler des biens, à gagner des batailles commerciales. J'ai réussi selon les critères habituels du succès. Mais à l'approche de la fin, je me suis rendu compte que tout cela n'avait aucun sens, aucune valeur réelle. J'étais seul. » Il marqua une pause, cherchant son souffle. « Quand j'ai rencontré Manon, quelque chose s'est produit que je ne peux pas expliquer rationnellement. Cet enfant qui n'avait rien m'a regardé avec plus de compassion que je n'en ai jamais reçu de quiconque. Elle s'est inquiétée pour moi, alors que c'était elle qui vivait dans la rue. Je ne prétends pas être le père idéal. Je sais, tant que mon temps est compté. Mais je veux donner à cet enfant ce que je n'ai jamais eu moi-même, la certitude d'être aimée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle possède ou ce qu'elle représente. » Il tourna légèrement la tête vers son frère. « Antoine et moi avons grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, lié à la réussite, à la performance. Cela nous a détruits tous les deux, de différentes manières. Je ne veux pas de cela pour Manon. » La juge l'observait avec attention, son regard impénétrable. « Avez-vous pensé à ce qui arrivera à cet enfant après que vous ne soyez plus là ?»« Oui, madame la juge. J'ai modifié mon testament pour créer une fiducie qui assurera son éducation et son bien-être jusqu'à sa majorité. J'ai également désigné madame Clotilde Renard, ma gouvernante depuis 15 ans, comme tutrice. Elle connaît déjà Manon et a accepté cette responsabilité. » Cette révélation sembla prendre Antoine par surprise. Il se pencha vers son avocat, visiblement contrarié. « Et qu'en pense l'enfant » demanda la juge. « A-t-elle exprimé son opinion sur cette situation ?» Jean-Baptiste sourit légèrement. Manon est d'une maturité étonnante pour son âge. Elle comprend parfaitement ma condition et le fait que notre temps ensemble sera limité. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Mieux vaut un peu de bonheur que pas de bonheur du tout. La juge hocha la tête, puis se tourna vers Antoine. « Monsieur Moreau, Antoine Moreau, souhaitez-vous vous exprimer ?» Antoine se leva, boutonnant sa veste d'un geste machinal. « Madame la juge, mon frère a toujours eu le don de présenter les choses à son avantage. Il parle d'amour et de compassion, mais la vérité est qu'il a toujours été obsédé par le contrôle. Cette adoption n'est qu'une façon pour lui de continuer à exercer son influence, même après sa disparition. » Jean-Baptiste sentit une vague de tristesse l'envahir face à tant d'amertume. « Si mon frère se souciait vraiment du bien-être de cet enfant, » poursuivit Antoine, « il comprendrait que la placer dans une famille stable avec 2 parents en bonne santé serait la meilleure solution. Pas chez un homme mourant qui ne pourra jamais lui offrir la stabilité dont elle a besoin. » La juge des camps resta silencieuse un moment, son regard passant de l'un à l'autre des frères. « Cette affaire est plus complexe qu'elle n'y paraît, » dit-elle finalement. « Je souhaite rencontrer l'enfant avant de prendre une décision. De plus, j'ordonne une enquête sociale complète, ainsi qu'une expertise médicale indépendante sur l'état de monsieur Jean-Baptiste Moreau et sa capacité à s'occuper d'une enfant, même temporairement. » Elle consulta son agenda. « Nous nous retrouverons dans 10 jours. D'ici là, j'accorde une tutelle provisoire à monsieur Jean-Baptiste Moreau, à condition qu'il se soumette à tous les examens médicaux requis et qu'il permette des visites régulières d'un travailleur social au domicile. » Antoine se leva brusquement. « Madame la juge, c'est inadmissible. Dans 10 jours, mon frère pourrait... »« C'est ma décision, monsieur Moreau, » coupa la juge d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « L'audience est levée. » En sortant du tribunal, Jean-Baptiste se sentait épuisé, mais étrangement soulagé. Il avait obtenu un sursis, un temps précieux avec Manon. « C'est une première victoire, » commenta maître Dufresne alors qu'il descendait les marches du palais de justice. La juge des camps est connue pour sa prudence, mais aussi pour sa sensibilité aux situations humaines. Complexes. 10 jours, murmura Jean-Baptiste. Ça me semble à la fois si court et si long. Ne pensez pas à cela. Concentrez-vous sur Manon, sur ces moments que vous partagez avec elle. C'est ce qui compte maintenant. Jean-Baptiste acquiesça, puis s'arrêta net en apercevant une silhouette familière qui l'attendait au bas des marches. Antoine seul, son avocat ayant visiblement pris congé. « Va m'attendre dans la voiture, Laurent, » demanda Jean-Baptiste. « Je dois parler à mon frère. » L'avocat,
hésita puis obtempéra, laissant les deux frères face à face. « Tu as gagné cette manche ?» lança Antoine sans préambule. « Mais ce n'est pas terminé. »« Pourquoi fais-tu cela, Antoine ?» demanda Jean-Baptiste, la fatigue rendant sa voix plus rauque que d'habitude. « Est-ce vraiment juste pour l'argent? Ou y a-t-il autre chose ?» Antoine détourna le regard, fixant un point invisible au loin. « Tu as toujours tout eu, Jean-Baptiste. La préférence de père, l'admiration de mère, le respect des associés, la réussite professionnelle. Et maintenant, à la fin, tu veux encore me priver de ce qui me revient de droit. De quoi parles-tu ?»« De la rédemption !» s'exclama Antoine, une émotion inhabituelle dans la voix. « Tu cherches à te racheter, à donner un sens à ta vie dans ces derniers instants. Mais c'était mon rôle. J'étais censé être celui qui te réconcilierait avec la famille, qui te rappellerait ce qui compte vraiment. Pas une inconnue ramassée dans la rue. » Jean-Baptiste regarda son frère avec stupéfaction. Derrière la colère et l'amertume, il entrevoyait une blessure profonde, un besoin désespéré de reconnaissance qu'il n'avait jamais soupçonné. « Antoine, je ne savais pas. »« Je n'ai jamais pensé... » »« Bien sûr que non, coupa Antoine. Tu n'as jamais vu que ce que tu voulais voir. Mais cette fois, je ne te laisserai pas gagner si facilement. Cet enfant n'est pas ta dernière chance de rédemption. Elle est ma chance de prouver que les liens du sang comptent encore dans cette famille. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna d'un pas rapide, laissant Jean-Baptiste troublé et pensif. Dans la voiture qui le ramenait vers son appartement, Jean-Baptiste repensa à cet échange. Pour la première fois, il entrevoyait les motivations profondes de son frère, au-delà de la simple cupidité qu'il lui avait toujours attribuée. Cette prise de conscience le bouleversait, mais ne changeait rien à sa détermination. Il protégerait Manon quoi qu'il en coûte. Lorsqu'il franchit la porte de son appartement, la fillette se précipita vers lui, le visage anxieux. « Alors ?» demanda-t-elle simplement. Jean-Baptiste sourit, caressant doucement ses cheveux. « Alors, nous avons gagné du temps. Tu restes avec moi, ma puce. » Le visage de Manon s'illumina, et elle se jeta dans ses bras avec une spontanéité qui lui coupa le souffle, littéralement. Une quinte de toux le saisit, violente, douloureuse. Manon recula, effrayée. « Pardon, je vous ai fait mal. Jean-Baptiste. » Secoua la tête, essayant de reprendre sa respiration. « Non, ce n'est pas ta faute. C'est juste ma maladie qui me rappelle qu'elle est toujours là. » Clotilde apparut, inquiète. « Monsieur, vous devriez vous reposer. La journée a été éprouvante. »« Oui, vous avez raison, » admit-il. « Mais d'abord, j'aimerais parler à Manon. Nous avons des choses importantes à discuter. » Il s'installa dans le salon avec la fillette, lui expliquant la décision de la juge, la prochaine audience, l'enquête sociale qui allait être menée. « Une dame va venir nous voir pour s'assurer que tu es heureuse ici, » conclut-il. « Il est très important que tu lui dises exactement ce que tu ressens, en toute honnêteté. » Manon hocha la tête gravement. « Je lui dirai que vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée et que je veux rester avec vous, pour toujours. » Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. Pour toujours était une promesse qu'il ne pouvait pas faire, et ils le savaient tous les deux. « Et je lui dirai aussi, » ajouta Manon avec une maturité qui le surprenait toujours, « que, même si vous devez partir bientôt, chaque jour avec vous vaut mieux que tous les jours sans vous. » À cet instant, Jean-Baptiste sut avec une certitude absolue qu'il ferait tout, absolument tout, pour protéger cet enfant et lui assurer un avenir, avec ou sans lui. Les 10 jours qui suivirent la première audience s'écoulèrent dans une atmosphère étrange, mêlant l'angoisse de l'incertitude et la douceur des moments partagés. Jean-Baptiste, contre toute attente médicale, tenait bon. Le docteur Rousseau, venu l'examiner dans le cadre de l'expertise ordonnée par la juge, ne cachait pas sa perplexité. « C'est remarquable, » avait-il commenté en rangeant son stéthoscope. « Votre état s'est stabilisé. Je n'irai pas jusqu'à parler d'amélioration, mais la dégradation que nous anticipions s'est considérablement ralentie. » « Qu'est-ce que cela signifie, concrètement ?» avait demandé Jean-Baptiste, tandis que Manon, assise dans un coin du salon, faisait semblant de lire tout en écoutant attentivement. Difficile à dire. La médecine n'est pas une science exacte, surtout quand il s'agit de pronostics. Vous pourriez avoir quelques semaines, peut-être même quelques mois devant vous, au lieu des quelques jours que j'avais initialement estimés. Cette nouvelle, bien que prudemment formulée, avait insufflé un nouvel espoir à Jean-Baptiste.
Quelques semaines, quelques mois, c'était un trésor inestimable quand on croyait n'avoir que quelques jours. Madame Belmont, l'assistante sociale désignée par le tribunal, était venue 3 fois à l'appartement. Une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant mais perspicace, elle observait avec attention les interactions entre Jean-Baptiste et Manon, posait des questions précises sur leur quotidien, sur les projets d'éducation, sur l'adaptation de la fillette à sa nouvelle vie. Elle est étonnamment bien adaptée, avait-elle remarqué lors de sa dernière visite. Les enfants qui ont connu la précarité développent souvent des comportements de méfiance ou d'anxiété persistants. Mais Manon semble épanouie. Jean-Baptiste avait souri, regardant la fillette qui dessinait tranquillement à la table, de la salle à manger. Manon a une résilience extraordinaire et une capacité à vivre dans le présent que beaucoup d'adultes pourraient lui envier. Y compris vous ? Avait demandé l'assistante sociale avec un sourire énigmatique. Surtout, moi, avait admis Jean-Baptiste. J'ai passé ma vie à me projeter dans l'avenir, à planifier, à anticiper. Manon m'apprend à savourer chaque instant. Madame Belmont avait pris des notes, son visage ne trahissant aucune de ses pensées professionnelles. Le rapport médical du docteur Rousseau est plus optimiste que prévu. C'est un élément qui jouera en votre faveur lors de l'audience. Et l'opposition de mon frère ? L'assistante sociale avait hésité. Monsieur Antoine Moreau a été véhément lors de notre entretien. Il est convaincu que votre démarche cache des motivations moins altruistes qu'il n'y paraît. Jean-Baptiste avait soupiré. La guerre fraternelle continuait, amplifiée par des années de ressentiment et d'incompréhension mutuelle. Le jour de l'audience décisive arriva enfin. Cette fois, Manon les accompagnait. Jean-Baptiste avait longuement hésité à l'exposer à cette épreuve, mais Maître Dufresne avait été catégorique. La présence de l'enfant, son témoignage direct, pourrait faire pencher la balance en leur faveur. La fillette était inhabituellement silencieuse dans la voiture qui les conduisait au palais de justice. Vêtue d'une robe bleu marine et d'un petit cardigan blanc, ses cheveux soigneusement tressés par Clotilde, elle semblait à la fois fragile et déterminée. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne le souhaites pas », lui rappela doucement. Jean-Baptiste en lui prenant la main. « La juge comprendra si tu préfères rester silencieuse. » Manon secoua la tête. « Je veux parler. Je veux leur dire pourquoi je veux rester avec vous. » La salle d'audience semblait plus intimidante encore que lors de la première comparution. La juge des camps était déjà installée, parcourant des documents avec concentration. Antoine et Maître Vignon étaient assis à leur table et Jean-Baptiste remarqua que son frère évitait soigneusement de regarder dans leur direction. L'audience commença par l'exposé des rapports d'expertise. Le docteur Rousseau confirma l'évolution surprenante de l'état de santé de Jean-Baptiste, soulignant toutefois que le pronostic à long terme restait réservé. Madame Belmont présenta ensuite son rapport, détaillant ses observations sur la relation entre Jean-Baptiste et Manon. « J'ai rarement vu un lien aussi authentique se former en si peu de temps », conclut-elle. Malgré les circonstances inhabituelles de cette relation, il est indéniable qu'un attachement profond et sain s'est développé entre eux. Maître Vignon se leva alors, ajustant sa cravate d'un geste précis. Ces observations sont certes touchantes, mais elles ne changent rien au fond du problème. Monsieur Jean-Baptiste Moreau reste un homme gravement malade, dont l'espérance de vie, même réévaluée, demeure très limitée. Est-il dans l'intérêt supérieur de cet enfant de former un attachement voué à être brutalement rompu? La juge des camps considéra l'argument, puis se tourna vers Manon. « Mademoiselle Leroy, accepteriez-vous de nous dire ce que vous ressentez dans cette situation ?» Un silence pesant s'abattit sur la salle. Manon se leva lentement, lançant un regard à Jean-Baptiste qui lui adressa un sourire encourageant. Elle s'avança vers l'estrade, si petite face à l'imposante architecture judiciaire. « Bonjour, madame la juge », commença-t-elle d'une voix claire qui surprit tout le monde par sa fermeté. « Je m'appelle Manon Leroy, j'ai 10 ans, et avant de rencontrer monsieur Moreau, je vivais dans la rue. » Elle fit une pause comme pour rassembler ses pensées. « Ma grand-mère me disait toujours que dans la vie, il y a 2 sortes de personnes, celles qui regardent et passent leur chemin, et celles qui s'arrêtent et tendent la main. Monsieur Moreau est la seule personne qui s'est arrêtée pour moi. » Jean-Baptiste sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Je sais qu'il est malade, » poursuivit Manon. « Je sais qu'il ne sera peut-être pas là très longtemps. Ma grand-mère aussi était malade, alors je sais ce que c'est.
Mais elle m'a appris quelque chose d'important. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est ce qu'on en fait. La salle était suspendue à ses paroles. Même Antoine semblait captivé malgré lui. Avant de rencontrer M. Moreau, je n'avais pas d'avenir. Maintenant, j'ai une maison, je vais à l'école, j'ai des livres à lire et une chambre à moi. Mais ce n'est pas le plus important. Elle se tourna vers Jean-Baptiste, leurs regards se croisant dans un échange silencieux d'une intensité bouleversante. Le plus important, c'est que pour la première fois depuis que grand-mère est partie, quelqu'un se soucie vraiment de moi. Elle se tourna à nouveau vers la juge. Monsieur Antoine dit que son frère est trop malade pour s'occuper de moi. Mais c'est faux. Il s'occupe de moi mieux que personne. Il m'écoute quand je parle. Il m'explique les choses que je ne comprends pas. Il me lit des histoires le soir. Et quand j'ai peur, il me dit que tout ira bien. Et je le crois. Sa voix trembla légèrement, mais elle continua avec courage. Je sais que vous pensez peut-être que c'est triste pour moi qu'il soit malade. Mais vous savez ce qui serait vraiment triste? C'est que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime et que des adultes décident que ce n'est pas bien, juste parce que ça ne rentre pas dans leurs règles. Un murmure parcourut l'assemblée. La juge des camps elle-même semblait touchée, bien qu'elle maintint son expression professionnelle. « Merci, mademoiselle Leroy, dit-elle doucement. Vous pouvez retourner vous asseoir. » Alors que Manon regagnait sa place, Jean-Baptiste remarqua quelque chose d'inattendu, une larme qui coulait sur la joue d'Antoine. Son frère l'essuya rapidement, mais leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des années, Jean-Baptiste eut l'impression de revoir le petit garçon sensible qu'Antoine avait été, avant que la compétition et les attentes parentales ne les dressent l'un contre l'autre. « Maître Vignon, reprit la juge, votre client souhaite-t-il s'exprimer ?» L'avocat se pencha vers Antoine, qui semblait plongé dans ses pensées. Après un bref échange chuchoté, Maître Vignon se leva. « Votre honneur, mon client demande une suspension d'audience de quelques minutes pour s'entretenir avec son frère en privé. » La requête était inhabituelle, mais la juge l'accorda. « Nous reprendrons dans 10 minutes. » Dans une petite salle adjacente, Jean-Baptiste se retrouva face à Antoine, sans avocat, sans témoin. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, ils étaient seuls, confrontés l'un à l'autre sans le filtre des procédures judiciaires. « Cette petite, » commença Antoine, visiblement ému malgré ses efforts pour paraître détaché. « Elle te ressemble, tu sais. Pas physiquement, bien sûr, mais cette façon de parler, cette conviction, c'est tout toi. » Jean-Baptiste ne s'attendait pas à cela. « Antoine, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux ?» Son frère soupira, profondément, passant une main sur son visage fatigué. « Tu te souviens de ce que maman nous disait toujours? Les frères Moreau doivent rester unis quoi qu'il arrive. J'ai passé des années à me dire que tu avais trahi cette promesse en me poussant hors de l'entreprise. Je ne t'ai pas poussé, Antoine. Tu as pris des risques inconsidérés qui menaçaient tout ce que nous avions construit. Peut-être. Ou peut-être que j'essayais désespérément de sortir de ton ombre, de prouver ma valeur autrement que par la prudence et la conformité qui t'ont toujours caractérisé. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de regrets. « Cet enfant, reprit finalement Antoine, elle t'a changé, n'est-ce pas ?» Jean-Baptiste hocha la tête. « Complètement. Elle m'a fait comprendre que toutes ces années de travail acharné, d'accumulation de richesses, n'avaient aucun sens si on n'a personne avec qui les partager. Que la vraie richesse est ailleurs. Et tu crois vraiment pouvoir être un père pour elle, dans ton état? Je ne sais pas combien de temps il me reste, Antoine, mais je sais que chaque jour avec Manon est un cadeau, pour elle comme pour moi. Et j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'elle soit protégée et aimée, même quand je ne serai plus là. » Antoine resta silencieux un long moment, semblant mener un combat intérieur. Puis, avec un soupir résigné, « Je vais retirer mon opposition. » Jean-Baptiste le regarda incrédule. « Pourquoi ce revirement? » « Parce que cette petite fille a plus de courage et de sagesse que nous deux réunis. Et parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu dans tes yeux le frère que j'admirais quand nous étions enfants. » Avant que Jean-Baptiste puisse répondre, Antoine poursuivit, « Mais j'ai une condition. Je veux faire partie de sa vie, moi aussi. Pas comme un adversaire, mais comme un oncle. Elle aura besoin de famille quand tu ne seras plus là. » Jean-Baptiste sentit une émotion intense l'envahir. Après toutes ces années de conflit,
une possibilité de réconciliation s'ouvrait, née de l'amour inattendu pour une petite fille qui avait touché leur cœur endurci. « Bien sûr, répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Manon mérite d'avoir une famille aussi large que possible. » Lorsqu'ils revinrent dans la salle d'audience, une atmosphère différente régnait. Maître Vignon s'avança vers la juge. « Votre honneur, mon client souhaite retirer son opposition. À la demande de tutelle formulée par son frère. Il demande simplement qu'un droit de visite régulier lui soit accordé en tant qu'oncle de l'enfant. » La juge des Camps observa les deux frères avec attention, notant leur proximité nouvelle, si différente de l'hostilité qui les caractérisait précédemment. « Cette évolution est intéressante, » commenta-t-elle. « Monsieur Jean-Baptiste Moreau, acceptez-vous cette proposition ? » « Avec joie, votre honneur, » répondit-il sincèrement. La juge se tourna vers Manon. « Et vous, mademoiselle Leroy, que pensez-vous d'avoir non seulement un père adoptif, mais aussi un oncle dans votre vie ?» Manon regarda tour à tour les deux. « Frère, » un sourire timide illuminant son visage, « je n'ai jamais eu beaucoup de famille. Maintenant, j'en aurai 2 fois plus. » Qu'un rire doux parcourut l'assemblée, dissipant la tension qui avait régné jusque-là. « Dans ce cas, conclut la juge des Camps avec un sourire rare, j'accorde la tutelle légale de Manon Leroy à monsieur Jean-Baptiste Moreau avec un droit de visite régulier pour monsieur Antoine Moreau. Les services sociaux effectueront un suivi mensuel pendant 6 mois, après quoi nous réévaluerons la situation en vue d'une adoption définitive, si l'état de santé de monsieur Moreau le permet. » Elle frappa son marteau, scellant cette décision qui allait transformer 3 vies à jamais. L'audience est levée. Dans le brouhaha qui suivit, Jean-Baptiste se tourna vers Manon, qui se jeta dans ses bras avec une joie sans retenue. Par-dessus l'épaule de la fillette, il croisa le regard d'Antoine. Son frère hocha légèrement la tête, un sourire hésitant aux lèvres. Un geste simple qui valait toutes les promesses du monde. Ce soir-là, de retour à l'appartement, ils célébrèrent leur victoire autour d'un dîner préparé par Clotilde, qui n'avait pas caché sa joie face à cette issue favorable. Antoine avait été invité, et bien qu'une certaine gêne persiste entre les frères, les années de rancœur semblaient s'être atténuées, comme un vieux tableau dont les couleurs trop vives s'adoucissent avec le temps. Manon, épuisée par les émotions de la journée, s'endormit rapidement après le dîner. Jean-Baptiste la porta jusqu'à son lit, la bordant avec tendresse. « Tu as été extraordinaire aujourd'hui, » murmura-t-il. « Je suis si fier de toi. »« On a gagné, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. « Oui, ma chérie, on a gagné. Tu es chez toi maintenant, pour toujours. » Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, Manon le rappela doucement. « Jean-Baptiste ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, ayant jusqu'alors préféré des formules plus distantes comme « Monsieur » ou « Monsieur ». « Moreau ?»« Oui. »« Est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?» Jean-Baptiste sentit son cœur déborder d'une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant, pure et absolue. « Rien ne me rendrait plus heureux, » répondit-il, la voix tremblante. « Bonne nuit, papa, » murmura-t-elle avant de fermer les yeux. « Bonne nuit, ma fille, » répondit-il, savourant ces mots qu'il n'avait jamais pensé prononcer un jour. En refermant doucement la porte de la chambre de Manon, Jean-Baptiste réalisa que, pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, il espérait. Non pas un miracle médical, il était trop réaliste pour cela, mais quelques mois, peut-être une année, pour voir Manon s'épanouir, pour consolider cette famille improbable qu'ils venèrent de créer. Et alors qu'il rejoignait Antoine qui l'attendait au salon, une pensée étrange le traversa. Peut-être que la véritable guérison n'était pas celle du corps, mais celle du cœur. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'audience qui avait changé leur vie. Le printemps parisien battait son plein, transformant les parcs en tableaux impressionnistes, où les cerisiers en fleurs rivalisaient de beauté avec les parterres de tulipes multicolores. Jean-Baptiste, assis sur un banc du jardin du Luxembourg, observait Manon qui courait après les pigeons, son rire cristallin résonnant comme la plus belle des mélodies à ses oreilles. À ses côtés, le docteur Rousseau rangeait son stéthoscope dans sa mallette, l'air pensif. « Alors ?» demanda Jean-Baptiste, notant l'expression perplexe du médecin. « C'est remarquable, » répondit le praticien en secouant légèrement la tête. « Vos poumons montrent des signes d'amélioration significatifs. La zone nécrosée semble se stabiliser.
et votre capacité respiratoire a augmenté de presque 30% depuis notre dernier examen. » Jean-Baptiste sourit, sans réelle surprise. Il avait senti ce changement dans son corps, cette lutte qui semblait moins désespérée chaque jour. Son cylindre d'oxygène était toujours là, fidèle compagnon, mais il en dépendait moins, pouvant parfois passer plusieurs heures sans y recourir. « Comment expliquez-vous cela, docteur ?» Le médecin haussa les épaules, l'humilité professionnelle, prenant le pas sur l'ego scientifique. « Médicalement, je ne peux pas l'expliquer. Votre maladie était considérée comme incurable, à progression rapide. Ce type de rémission n'est documenté dans aucune littérature médicale que je connaisse. » Il jeta un regard vers Manon, qui s'était maintenant arrêtée près d'un marchand de glace, désignant avec excitation les différents parfums. « Mais, si je devais hasarder une hypothèse non scientifique, poursuivit-il avec un sourire, je dirais que cette petite fille est votre meilleur médicament. » Jean-Baptiste acquiesça, ému par cette vérité simple. « Elle m'a donné une raison de me battre, de respirer chaque jour un peu plus profondément. Quoi qu'il en soit, conclut le docteur Rousseau en se levant, continuez votre traitement, mais nous pouvons espacer nos rendez-vous. Je vous reverrai dans 1 mois, sauf complications. » Après le départ du médecin, Jean-Baptiste fit signe à Manon de le rejoindre. Elle accourut, une glace à la fraise dans une main, une à la vanille dans l'autre. « Je t'ai pris vanille, c'est ta préférée, » annonça-t-elle fièrement en lui tendant le cornet. « Merci, ma chérie, » répondit-il, touché par cette attention. « Comment savais-tu que c'était ma préférée? Je ne crois pas te l'avoir dit. » Manon haussa les épaules avec cette simplicité désarmante qui la caractérisait. « Je t'observe, c'est toujours celle que tu choisis quand on vient ici. » 7. Que remarque apparemment anodine, frappa Jean-Baptiste. Être observé, être connu dans ses préférences les plus simples, c'était cela, finalement, être aimé. Lui qui avait passé sa vie entouré de personnes qui ne voyaient que sa fortune ou son pouvoir, découvrait la douceur d'être vraiment vu par quelqu'un. « Qu'a dit le docteur ?» demanda Manon en s'asseyant à côté de lui, léchant consciencieusement sa glace pour éviter qu'elle ne coule. « Il a dit que je vais mieux, beaucoup mieux en fait. » Le visage de la fillette s'illumina. « Alors tu ne vas pas, tu vas rester. »« Avec moi ?» Jean-Baptiste passa un bras autour de ses épaules. « Je vais faire tout mon possible pour rester avec toi très longtemps, ma puce. »« Je savais que tu irais mieux, » déclara-t-elle avec conviction. « Je le demande tous les soirs avant de m'endormir. »« Tu le demandes à qui ?»« À grand-mère, » répondit-elle simplement. « Je sais qu'elle nous regarde de là-haut et qu'elle veille sur nous. » Jean-Baptiste, qui n'avait jamais été un homme de foi, se surprit à trouver du réconfort dans cette pensée. Peut-être existait-il effectivement des forces que la science ne pouvait expliquer, des liens invisibles entre les êtres qui transcendaient la rationalité froide du monde matériel. Leur retour à l'appartement fut accueilli par une surprise. Antoine les attendait, accompagné d'une femme élégante que Jean-Baptiste n'avait jamais vue. « Jean-Baptiste, Manon, je vous présente Élise Valmont, » annonça Antoine avec une nervosité inhabituelle. « Élise est une amie très chère. » La femme sourit, tendant une main gracieuse. « Enchanté. Antoine m'a beaucoup parlé de vous deux. » Jean-Baptiste serra sa main, intrigué par ce développement inattendu. Son frère, éternel célibataire endurci, n'avait jamais présenté aucune de ses conquêtes à la famille. Que cette amie très chère soit ici, dans l'appartement familial, signifiait quelque chose d'important. « Élise est conservatrice au musée d'Orsay », expliqua Antoine, un peu plus détendu. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères il y a 2 mois. 2 mois et 17 jours, pour être précise, » corrigea Élise avec un sourire complice qui en disait long sur la nature de leur relation. Manon, fascinée par cette nouvelle venue, s'approcha d'elle avec curiosité. « Vous travaillez dans un musée? Vous connaissez tous les tableaux ?» Élise se mit à sa hauteur, son visage s'adoucissant. « Pas tous, mais beaucoup. Tu aimes l'art ?»« J'adore dessiner, » répondit fièrement Manon. « Papa dit que je pourrais devenir artiste un jour. » Le mot « papa » résonna dans la pièce avec une évidence tranquille qui toucha profondément Jean-Baptiste. C'était ainsi désormais qu'elle le présentait, qu'elle le nommait, sans hésitation, sans gêne. « J'aimerais voir tes dessins, » proposa Élise avec un intérêt sincère. « Si tu veux bien me les montrer, bien sûr. » Manon hocha vigoureusement la tête et disparut dans sa chambre pour chercher son carnet. Elle
Est extraordinaire, commenta Élise en se tournant vers Jean-Baptiste. Antoine m'a raconté votre histoire. C'est remarquable, ce que vous avez fait pour elle. C'est plutôt elle qui a fait quelque chose pour moi, répondit-il simplement. Antoine observait cet échange avec un sourire inhabituel, dépourvu de sa causticité habituelle. Le docteur Rousseau nous a croisés en arrivant. Il semblait optimiste. Jean-Baptiste acquiesça. Il parle d'une rémission inexplicable. Mes poumons montrent des signes de régénération. C'est merveilleux, s'exclama Élise avec spontanéité. C'est un miracle surtout, corrigea Antoine, une émotion sincère transparaissant dans sa voix. Et je commence à croire que les miracles existent vraiment. Son regard croisa celui de Jean-Baptiste, chargé d'une compréhension nouvelle. Les frères Moreau, après des années de rivalité et d'incompréhension, redécouvraient le langage silencieux de leur enfance, cette communication tacite qui n'appartenait qu'à eux. La soirée qui suivit fut l'une des plus heureuses que Jean-Baptiste ait connues. Ils dînèrent tous les quatre, rejoints par Clotilde qui avait préparé un festin digne des plus grands restaurants parisiens. Manon montra fièrement ses dessins à Élise, qui les commenta avec une attention et un respect qui ravirent la fillette. Antoine, détendu comme Jean-Baptiste ne l'avait pas vu depuis des années, raconta des anecdotes de leur enfance, faisant rire tout le monde avec ses imitations de leurs anciens professeurs. C'était cela, réalisa Jean-Baptiste en observant, cette tablée joyeuse, le véritable luxe de la vie. Non pas les objets précieux qui l'entouraient, mais ces moments de connexion authentique, cette famille improbable qui se construisait sous ses yeux. Plus tard dans la soirée, alors que Manon s'était endormie sur le canapé et qu'Élise aidait Clotilde à ranger la cuisine, les deux frères se retrouvèrent seuls sur la terrasse qui dominait Paris illuminé. « Je n'aurais jamais cru te voir amoureux un jour », commenta Jean-Baptiste en sirotant son verre d'eau, l'alcool lui étant toujours interdit. Antoine sourit, ne cherchant pas à nier l'évidence. « Moi non plus. Élise est différente. Elle voit au-delà des apparences. Elle te voit telle que tu es vraiment, compléta Jean-Baptiste. C'est rare et précieux. Comme Manon te voit toi, remarqua Antoine. Cet enfant a un don pour percer les carapaces, n'est-ce pas? Jean-Baptiste acquiesça. C'est ce qui m'a frappé dès notre première rencontre, cette capacité à voir l'essentiel. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par les bruits lointains de la ville. Puis Antoine se tourna vers son frère, l'expression soudain grave. « Je voudrais te demander pardon, Jean-Baptiste, pour tout, pour ces années de rancœur, pour avoir essayé de t'empêcher d'adopter Manon, pour n'avoir pas su voir ta souffrance quand tu as appris ta maladie. » Jean-Baptiste posa une main sur l'épaule de son frère. « C'est du passé, Antoine. Nous avons tous les deux commis des erreurs. L'important, c'est ce que nous construisons maintenant. » Antoine hocha la tête, ému. « J'ai une proposition à te faire, une proposition professionnelle. Je t'écoute. Depuis notre séparation, j'ai diversifié mes activités. Je me suis beaucoup investi dans l'immobilier culturel, théâtre, galerie d'art, espace créatif. Et j'ai un projet qui me tient à cœur, la réhabilitation de l'ancienne manufacture des tabacs dans le 13e arrondissement, pour en faire un lieu dédié à l'art et à l'éducation artistique des enfants défavorisés. » Jean-Baptiste sourit, surpris et touché par cette révélation. « Je ne savais pas que tu t'intéressais à ce genre de projet. »« J'ai changé, » admit Antoine. « Ou peut-être ai-je simplement retrouvé une part de moi-même que j'avais perdue. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que nous collaborions sur ce projet. Ta vision architecturale, mon réseau dans le monde culturel. Nous pourrions créer quelque chose d'extraordinaire. Un projet des frères Moreau, comme au bon vieux temps. Avec une différence majeure. Cette fois, ce ne serait pas pour gagner plus d'argent, mais pour en donner. Pour créer un lieu qui pourrait changer la vie d'enfants comme Manon. » Jean-Baptiste sentit une émotion profonde l'envahir. Ce projet incarnait tout ce qu'il avait découvert ces derniers mois. L'importance de transmettre, de construire, non, plus pour posséder mais pour partager. « J'accepte, » dit-il simplement. De tout cœur. 6 mois plus tard, par une douce journée d'automne, Jean-Baptiste se tenait debout dans la salle d'audience du tribunal, Manon à ses côtés. La juge Descamps, qui présidait à nouveau, avait un sourire rare aux lèvres. Vu des rapports médicaux attestant de l'amélioration significative de l'état de santé de M. Moreau, des évaluations positives des services sociaux
Et bien sûr, du souhait clairement exprimé par l'enfant, j'ai l'honneur de prononcer l'adoption plénière de Manon Leroy par Jean-Baptiste Moreau. Elle se tourna vers la fillette. Manon, tu porteras désormais le nom de Manon Leroy Moreau, comme tu le souhaitais. Jean-Baptiste Moreau est officiellement ton père aux yeux de la loi, comme il l'était déjà dans ton cœur. La petite fille, rayonnante dans sa robe de cérémonie, se jeta dans les bras de Jean-Baptiste. « On est une vraie famille maintenant, pour toujours », s'exclama-t-elle. « Pour toujours », confirma-t-il, ces mots n'ayant plus rien d'impossible à présent. Antoine, Élise et Clotilde, qui assistaient à la cérémonie, s'approchèrent pour les féliciter. Jean-Baptiste remarqua avec amusement la bague de fiançailles qui ornait désormais l'annulaire d'Élise. Une autre vie transformée dans le sillage de leur histoire. Le soir même, ils célébrèrent l'événement au restaurant préféré de Manon, une brasserie traditionnelle près du Panthéon, où le chef, conquis par la personnalité de la fillette, lui préparait toujours des desserts spéciaux qui ne figuraient pas au menu. Au moment du café, Jean-Baptiste se leva, un verre d'eau à la main. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-il. « À notre famille, si improbable et pourtant si évidente. À toi, Manon, qui m'as appris que la vie a infiniment plus de valeur quand on la partage. À toi, Antoine, mon frère retrouvé. À Élise, qui a su voir au-delà des apparences. Et à Clotilde, notre pilier à tous. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Il y a 8 mois, j'étais un homme mourant, seul malgré sa fortune, qui se promenait sur les quais de la Seine en attendant une fin qu'il croyait imminente. Et puis j'ai rencontré une petite fille qui m'a demandé de la nourriture, mais qui m'a donné tellement plus, une raison de vivre, de me battre, d'espérer. » Des larmes brillaient dans les yeux de tous les convives, même du maître d'hôtel qui s'était arrêté pour écouter. Les médecins parlent de rémission inexplicable, de miracle médical. Mais moi, je sais exactement ce qui s'est passé. J'ai reçu le plus beau des cadeaux, l'amour d'une enfant qui n'avait aucune raison de m'aimer, sinon cette intuition merveilleuse que nous étions destinés à nous sauver mutuellement. Manon se leva à son tour, prenant la main de Jean-Baptiste. « Je veux aussi dire quelque chose », déclara-t-elle avec ce mélange de timidité et d'assurance qui la caractérisait. « Grand-mère me disait toujours que quand on perd quelqu'un qu'on aime, on doit garder son cœur ouvert, parce que l'amour trouve toujours un chemin pour revenir. Elle avait raison. J'ai perdu grand-mère, mais j'ai trouvé papa. Et maintenant, j'ai aussi un oncle, et Élise, et Clotilde. C'est comme si ma famille avait grandi, comme un arbre qui pousse de nouvelles branches. » Sa métaphore, si simple et si profonde, toucha Jean-Baptiste au plus profond de son être. C'était cela finalement le véritable miracle, cette capacité de l'amour à se réinventer, à trouver de nouveaux chemins, à transformer même les situations les plus désespérées en source de joie et d'espoir. Alors qu'il rentrait à l'appartement ce soir-là, marchant tranquillement le long de la Seine, Jean-Baptiste remarqua que pour la première fois depuis des mois, il avait oublié son cylindre d'oxygène au restaurant. Plus étonnant encore, il ne s'en était pas aperçu, n'en avait pas ressenti le besoin. Manon marchait à ses côtés, sa petite main confiante dans la sienne, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans le ciel parisien, témoins silencieux de cette seconde chance qui leur avait été accordée. « Tu sais, » dit soudain la fillette en s'arrêtant pour observer un bateau-mouche qui glissait sur les eaux noires, « grand-mère disait que quand on est vraiment heureux, on le sent là. » Elle posa sa main sur sa poitrine, comme une lumière chaude qui brillait à l'intérieur. Jean-Baptiste sourit, ému par cette sagesse enfantine. « Et tu sens cette lumière en toi maintenant ?» Manon hocha vigoureusement la tête. « Tout le temps. Et toi ?» Il prit une profonde inspiration, savourant la sensation de l'air qui emplissait ses poumons sans douleur, sans effort. « Oui, ma chérie. Tout le temps. » Ils reprirent leur